Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins également sur Espace TV, vous nous regardez là. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Les GG sur Radio Espace, les lendemains difficiles et par endroits douloureux du double scrutin législatif et référendaire du dimanche dernier en Guinée. Illustration donc dramatique de cet état de fait dans la ville de Zérékoré, en proie donc à des violences sur fond d'affrontements au rélan communautaire. On déplore sur place, il faut le rappeler, plusieurs cas de perte en vies humaines à Conakry et dans la région de la Moyenne Guinée. De nombreuses scènes d'exaction et donc appuyées donc par l'armée avec à la clé des destructions de biens privés lui ont aussi été enregistrées. Les organisations de la défense des droits de l'homme comme l'OGDH, FIEDH, il faut le dire, dénoncent l'implication des forces armées dans la répression donc des manifestants en marge du double scrutin. Qu'en pense le FNDC? Quel est le mot d'ordre désormais au sein du front au lendemain donc du double scrutin? Nous posons toutes ces questions ce matin. Vous le voyez à l'écran, notre invité, et bien sûr c'est monsieur Bahouri. Et par téléphone, on va joindre évidemment monsieur Abdulgadri Diallo, président de l'OGDH, monsieur Aladi Camara, c'est le Camara, directeur de communication donc du ministère de la Défense. Ils vont intervenir successivement en direct dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Quelle création des auditeurs avant de continuer évidemment l'émission sur Twitter, entre autres. On va y aller avec la régie si vous le voulez bien. Abdoulaye Fugumba qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Et ce qui se passe actuellement dans notre pays est extrêmement dangereux et le seul responsable de tout ça est bel et bien le président Condé et ses putschistes constitutionnels. Je demanderai aux citoyens de ne pas tomber donc dans les querelles ethniques. C'est Abdoulaye Fugumba qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec ce autre. Bonjour les grandes gueules. Il est important que le gouvernement essaye de dissocier donc l'affaire de coronavirus à celle des politiques et laisser donc les combats d'ego de côté. Luttons contre ce coronavirus car c'est la mort. Que Dieu bénisse la Guinée. On reste avec ce autre qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Quand la patrie est menacée, le parti doit s'effacer et céder donc sa place au patriotisme. La Guinée est menacée par la pandémie et j'appelle donc les opposants guinéens à s'inspirer de l'opposition sénégalaise pour éradiquer donc le virus. Ce autre aussi, c'est Cécile Kamano qui nous envoie ce message. Allez aux urgences des CHU. Aucun médecin urgentiste n'a reçu donc de masque ou de gants. Tous les efforts ne doivent pas être concernés sur l'ANSS. Ma crainte, c'est de voir Covid-19 dissiper donc le personnel médical si rien n'est fait. Hashtag espace GG. Nous restons dans le sillage avec ce autre qui nous écrit. Évidemment, c'est Foufana Saliou. Bonjour les grandes gueules. Chacun de nous ne doit compter que sur soi-même pour éviter donc la propagation de cette pandémie en respectant les règles d'hygiène et éviter les contacts. Cette pandémie est au moins démocratique. L'État a intérêt de passer à la vitesse supérieure. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Guilao Damel aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Il est bien beau toutes ces mesures. Mon inquiétude est le suivant. Quelles sont les mesures d'accompagnement pour soutenir les ménages donc avec des revenus faibles? Il pose cette question ce matin. Pourquoi ne pas subventionner le gel afin qu'il soit à la portée de tous? Voilà, c'est Guilao Damel qui nous envoie ce message. Ibrahim Sorusso aussi sur Twitter qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Le gouvernement est responsable de la propagation de la pandémie. Tout le monde a interpellé ces gens. L'impact négatif de cette pandémie peut causer comme conséquence directe à l'économie de la population. Hashtag Kibaro. On reste toujours avec Kadiata Madi Chérif aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Lamine, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Certains profitent de cette situation de pandémie Covid-19 pour augmenter donc le prix des gels, voire acheter une quantité importante, le garder pour surfacturer la population après.
c'est vraiment triste. Voilà, c'est Kadiata Madi Sherif qui nous envoie ce message. Nous avons Koulibaly, le démocrate aussi, qui réagit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, c'est Koulibaly, le démocrate. Une partie de l'opposition guinéenne a choisi donc la politique de la chaise vide. Ils doivent l'assumer et présenter ses excuses à ses voyants militants. La Guinée ne doit pas s'enflammer à cause de leur regrettable décision. On reste toujours avec ce autre, Kourouma Ibrahima aussi, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Le problème de Covid-19 en Guinée, c'est que le gouvernement guinéen n'a pas dit la vérité au peuple de Guinée, parce que le gouvernement voulait organiser les élections d'abord. Voilà, que Dieu protège les Guinéens. On reste avec cet autre, Kimba, le Kiot. Voilà, il y a des noms bizarres sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Les violences en Guinée sont toujours l'œuvre de l'un des deux partis politiques qui représentent évidemment une menace nationale, soit le RPG, soit c'est l'UFDG. Le premier fabrique des menteurs, des démagogues, des sans-cœurs, le second des barbares, invisibles, extrémistes. On reste toujours avec cet autre, l'ancienne Bir Kourouma aussi, qui nous écrit: le peuple en danger, l'État a fait tout son possible pour rendre tabou le nombre de patients de la Covid-19 et passer donc ces élections diaboliques et probablement truquées. C'est maintenant, il suspend donc les établissements scolaires. Je me barre en disant quelle honte. On reste avec cet autre, voilà, beaucoup de réactions ce matin. Mandiang Diallo, finalement, Dr Sakoba, super ministre, il pose la question: droit de coordination de lutte contre le Covid-19, hashtag espace GG. On reste toujours avec cet autre, Mouktar Kaba aussi, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, un sage dit qu'avant de prier Dieu d'épargner ses feuilles mortes, il faut mettre les pierres là-dessus. Ceci dit, que Dieu nous sauve. Voilà, nous devons prendre donc toutes les mesures préventives contre cette pandémie, l'eau de Javel. On reste avec Noumou aussi, qui nous écrit sur Twitter: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, mais le PRAC n'a qu'à limoger Sakoba et mettre donc une personne capable de gérer cette crise. C'est inacceptable. On ne peut pas jouer avec la santé des Guinéens. Un dernier pour la route, c'est Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Voilà, la Guinée fait face à deux crises sanitaires et électorales qui sont entretenues par le pouvoir. Nous traversons une période extrêmement dangereuse. Il faut des mesures drastiques, urgentes. Même le nombre de passagers doit être réduit dans les transports en commun. Donc c'était donc vos réactions ce matin sur notre plateforme, voilà, sur Twitter. Bonjour Monsieur Baouri, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Alors, la première question, forcément, c'est sur le Covid. Ouais, c'est bon. Le Covid-19, la Guinée enregistre 3 cas, donc 4 cas, dont un qui est déjà sorti du CTP de Nongo. Vous êtes au courant des dispositions qui sont prises ou envisagées par notre gouvernement au regard de ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont plus de nombre de cas confirmés que nous, il faut le reconnaître. Quel jugement vous portez sur les mesures déjà annoncées et celles qui sont en vue pour prévenir, pour que la Guinée se prémunisse donc de cette maladie et pour organiser la riposte? D'abord, il faut que la population sache que c'est un danger. Ouais. Que toutes les mesures doivent être prises pour se protéger et protéger ses proches. Ouais. Si les pouvoirs publics sont défaillants, il ne faudrait pas que la population, par mimétisme, les suive. Il faut que les mesures soient prises dès à présent. Ouais. Ceci dit, nous avons connu Ebola. Nous avons tergiversé pendant 3 mois. Ouais. Le mois de novembre 2013 et le mois de février-mars 2014. Ce temps aurait pu être utilisé pour prendre les mesures les plus rapides pour circonscrire la fièvre hémorragique Ebola, pour empêcher sa propagation et la contamination des pays comme la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, et le Libéria. Vous savez le nombre de victimes que ça a causé, plus de 10 000 morts. Ouais. Et les économies de ces 3 pays complètement mises à terre pendant une période de 2 ans. Donc cette expérience et cette leçon auraient dû nous servir pour prendre les mesures beaucoup plus rapidement que tous les autres pays limitrophes pour nous protéger de la Covid-19. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nos autorités sont amnésiques, ils n'ont pas de mémoire. C'est comme si tout ce qui touche la population n'a pas d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on tergiverse encore.
En Côte d'Ivoire, le président Ouattara parle de 100 milliards de francs CFA pour soutenir la lutte contre Covid-19. Au Sénégal, le président Macky Sall évoque 1000 milliards de francs CFA. Et nous parlons que peut-être de 6 milliards de francs guinéens pour essayer de mettre à la disposition des forces pour lutter contre la Covid. Nous manquons de réactivité. Nous manquons de prise en compte du danger que cela représente. Nous n'avons pas cerné que si cette maladie se propage dans notre pays, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui risquent de périr. Et ça, ce sera l'hécatombe. Justement. Et la responsabilité des dirigeants, puisque c'est eux qui sont en situation de responsabilité, leur responsabilité est entière par rapport à cette... On a vu le cas du Sénégal, où le président Macky Sall, quand même, a fait une ouverture en recevant les opposants, entre autres, trouver des solutions. Le cas de la Guinée, est-ce qu'on peut rêver, pour une fois, dans ce sens-là, avec tout ce qui se passe, parce qu'il y a les élections, il y a évidemment cette crise sanitaire, entre autres. Est-ce qu'on peut espérer une union sacrée de la classe politique guinéenne autour du Covid-19? Est-ce que ça peut être une occasion de retrouvailles entre les différents acteurs, les protagonistes? Ce serait souhaitable, mais vous savez, lorsque vous êtes le dirigeant, c'est vous qui donnez l'exemple. Justement. C'est vous qui donnez le ton. C'est vous qui donnez l'allure. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a silence radio pour le moment. Voilà. Monsieur Baouri, notre invité ce matin. À vous entendre sur votre dernière phrase, c'est que si jamais il y a appel à mobilisation de toute la classe politique pour coordonner les actions, pour réfléchir à la riposte contre le Covid-19, vous seriez prêt, vous, la classe politique, à aller rencontrer les autorités en place pour éventuellement voir comment il faut lutter efficacement? Vous savez, ce n'est pas... Mis à part la politique. Bon, vous savez, lorsque le danger est national, menace notre pays, toutes les autres considérations politiques sont mises à côté. Normalement. S'organiser et sensibiliser la population pour qu'elle se protège. Parce que c'est la nation qui doit être protégée. Ce sont les vies qui doivent être protégées. Et de ce point de vue, ce n'est pas le spectacle de se retrouver, d'avoir l'air de se disons, le spectacle politicien qui permet de régler les problèmes. C'est une question de responsabilité. Nous n'avons pas besoin de nous voir pour qu'on sache et sente qu'il y a une volonté politique de prendre à bras le corps le problème de la Covid-19. Et vous savez, vous ne pouvez pas avoir une position de responsabilité vis-à-vis un problème de manière isolée et ne pas avoir une vision globale de la manière dont vous assurez la défense de l'intérêt de votre pays. Si vous exposez l'intérêt de votre pays, par ailleurs, vous mettez des vies en danger, il va de soi que vous devenez plus crédible pour parler de la nécessité d'une union sacrée pour faire face à une pandémie comme celle de la Covid-19. On a vu ce journaliste français qui disait les gens qui profitent de la guerre, entre autres, on parle de cette guerre contre Covid-19. Je parle des élections, ce qui se passe ici en Guinée en ce moment. Le cas de la forêt nous interpelle ce matin, Mohamed Oui, Mara. mais avant même la forêt, finalement, puisqu'il n'y a qu'un pont à établir entre la politique et le Covid-19, quelle est votre lecture de la tenue de ce double scrutin le dimanche 22 dernier dans un contexte sanitaire, je dirais, explosif? Au-delà de la question de la pandémie, le double scrutin était déjà un danger pour la Guinée. Non, on viendra à l'aspect stricto sensus politique, mais je dis, puisqu'on parle pour le moment Des santé, grandes gueules. est-ce que... contrairement à l'argument qui a été exposé, oui, la France a tenu les municipales pendant l'épidémie, le premier tour pendant l'épidémie du Covid-19. Est-ce qu'en Guinée, dans notre contexte spécifiquement, vous avez compris l'organisation de ce double scrutin le dimanche dernier? Bon, ceux qui disent que la France avait tenu ses élections municipales l'autre dimanche oublient que la France n'a pas connu la fièvre hémorragique Ebola. Oui. Donc, notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de savoir que nous avons frôlé une catastrophe nationale. Il y a eu des milliers de morts. Notre économie était à terre. Nous avons été mis en quarantaine vis-à-vis du monde entier.
Et nous prenons encore à la légère une maladie qui est aussi grave, qui se répand beaucoup plus facilement et rapidement que la Covid-19. Donc, c'est pour vous dire, je suis tout à fait d'accord. Les grandes gueules. Il y a des questions de responsabilité. Lorsque la vie des gens est exposée, mettez toutes les autres considérations politiciennes de côté pour protéger les citoyens et protéger la nation. Alors, puisque le pont est établi désormais après la journée du 22, déjà la journée du 22 qui a été sanctionnée par des violences inouïes. On a connu des élections de 93 en Guinée, mais tous quasiment arrivent à la conclusion que les élections de 22 n'ont jamais, en fait, les violences qui ont émaillé ces élections n'ont pas eu de précédent dans l'histoire électorale de notre pays. Et la crise post-électorale continue du côté de la Guinée forestière, principalement à Zérékoré, où désormais on est dans une sorte d'esclandre entre communautés. Quelle est votre lecture de cette situation? Vous savez, il y a la crise post-électorale, elle est présente par rapport à la sécurité des personnes, notamment à Zérékoré, où le nombre de morts est très élevé et la situation est très préoccupante. Et une enquête internationale devrait, à mon avis, s'intéresser à la question parce que c'est la stabilité de la Guinée qui est en jeu et la stabilité sous-régionale. Et je pense que la CEDEAO ne manquera pas de jeter un regard critique par rapport à l'évolution de la situation. Mais votre analyse là-dessus, est-ce que c'est pas fait un dessin parce que quand on voit la gravité quand même de ce qui se passe du côté de la Guinée forestière, c'est juste extraordinaire. Et on a J'ai l'impression de ne pas être en Guinée. On a surtout l'impression que c'est pas quelque chose de spontané. Justement. C'est l'impression aujourd'hui qu'on a. On se demande comment est-ce qu'on est arrivé à une situation aussi violente. Est-ce que finalement, vous pensez comme beaucoup de gens qui commencent à s'interroger que peut-être ces crimes-là devraient retenir l'attention de la Cour pénale internationale? Vous avez été comme ministre Vous savez, depuis l'indépendance, on a banalisé la violence. La violence est systématique. Mais c'est la violence de l'État. Impunité totale. Et c'est la raison pour laquelle des forces de l'ordre se permettent d'agir comme un pays occupé. Même dans un pays occupé, il y a des lois de la guerre. Ici, des personnes qui portent l'uniforme national se comportent comme des mercenaires vis-à-vis de leur propre population. Ça, c'est inadmissible. Mais c'est le pouvoir politique qui est responsable. Le pouvoir politique est totalement responsable. Aucune sanction. Impunité totale. Ça, c'est la violence physique comme on le vit. L'autre violence, qui est la violence la plus insidieuse, c'est la violence institutionnelle. On viole les lois, on viole les règles, on ne respecte rien. Et après, on met un manteau, puisqu'on est, on est attitré ministre, on parle de souveraineté. Mais la souveraineté appartient au peuple guinéen. Le peuple guinéen n'a pas voulu de ce double scrutin. Elle a exprimé, elle a montré. Donc la souveraineté... Là-dessus, des observateurs vous opposeront le fait que, contrairement à ce que vous avez annoncé, parce que votre volonté, je parle du FNDC, c'était d'empêcher ces élections. Contrairement donc à cette volonté, des observateurs ont constaté qu'il y a eu de la mobilisation. Beaucoup de Guinéens sont partis, se sont rendus dans les urnes pour faire leur choix. On constate même par endroits que sans que des électeurs ne reçoivent de consignes de vote venant de l'opposition, beaucoup de Guinéens ont voté non contre le référendum constitutionnel. Cela a été remarqué dans beaucoup de circonscriptions électorales. Qu'est-ce que vous dites de cette mobilisation qui n'est pas négligeable, M. Baouri? Non, de toutes les façons, on est dans un pays qui a été marqué par la culture, disons, d'un régime pré-soviétique avec les manipulations, les mensonges d'État, comme j'ai entendu un ministre d'État parler de tout s'est très bien passé. C'est inadmissible. Le mensonge est institutionnalisé dans ce pays. Vous avez constaté ou pas? Vous avez noté ou pas la mobilisation de certains Guinéens quand même, d'un nombre important de Guinéens dans les urnes? Vous avez noté ou pas? J'ai vu des images où on montre des files de personnes avec beaucoup de mineurs dans les rangs pour aller voter.
Ça, c'est pour dire Il n'y a pas que ça qui a existé, M. Bahouri. C'est possible. Il y a des localités où il y a une forte mobilisation, des Guinéens qui ont voté. Il y a même eu certains qui ont voté, qui ont pris la responsabilité sur eux-mêmes, comme le disait Abakar, de voter non. Mais ils sont quand même allés voter. Bon, l'essentiel, il est incontestable que la majorité de la population guinéenne ne s'est pas déplacée pour participer à ce vote. Il y a cette réalité. Il est incontestable que l'écrasante majorité de la population n'a pas été recensée en conformité avec les règles. Et de ce point de vue, ces élections n'ont aucune valeur au regard du droit guinéen, puisque c'est une violation de nos lois. Ouais, c'est une violation du code électoral. Je vais vous dire un exemple. À Pita, par exemple, tous les bureaux de vote ont été concentrés dans la préfecture. Est-ce que ça, c'est en conformité avec le code électoral? Cela veut dire que ça n'a pas de sens. C'est absurde. Et donc, par rapport à cela, il n'y aura ni reconnaissance au point de vue interne, ni reconnaissance au point de vue international. Donc, cela veut dire que tout ce qui a été fait ne rime pratiquement à rien du tout, sinon qu'à faire reculer le processus démocratique guinéen et à plonger la Guinée dans un abîme que seul Dieu saura comment on va s'en sortir. Alors, votre volonté était d'empêcher, je reviens là-dessus. D'empêcher, c'est un mot. Vous savez, oui, même si par tous les moyens légaux. Il y aura même... Si vous permettez, parce que... Oui. Il y a quand même une volonté qui a été affirmée et réaffirmée de la part du FNDC d'empêcher ces élections par tous les moyens légaux. Est-ce que votre mot d'ordre à l'endroit de vos militants, de vos partisans était d'exercer aussi de la violence? Parce que de la violence, elle est venue aussi également des rangs des partisans de l'opposition. Ça aussi, vous ne pouvez pas le nier. Nous sommes d'accord qu'il y a eu trop de bavures policières, il y a trop d'exactions venant même des forces de défense et des forces de défense qui ont été citées dans beaucoup de bavures par endroits en Guinée. Est-ce que votre responsabilité, quelque part, n'est pas engagée également dans ces élections? Beaucoup d'observateurs pensent que vous aurez pu vous contenter de donner une consigne de boycott sans appeler à la violence. Vous savez, Aboubakar, nous sommes dans un pays qui s'appelle la République de Guinée, qui a été marqué par des dictatures, par des tragédies. Mettre sur le même tableau la violence d'État et la réaction populaire, c'est une forme d'impunité à l'égard de la violence d'État. La violence d'État, c'est elle qui est à condamner. Si le gouvernement avait fait les choses conformément aux règles, que la Constitution soit respectée. La violence, la première des violences, c'est le viol de la Constitution de la République de Guinée. Ça, c'est incontestable. Et donc, on ne peut pas mettre sur le même tableau la réaction populaire et la violence d'État. Il y a une consigne de boycott n'aurait-elle pas suffi? J'ai entendu un responsable éminent de l'Assemblée nationale dire que même s'il n'y a qu'un seul bureau de vote, ça ne nous empêchera pas de déclarer. En l'occurrence d'Amaro, on a vu une vidéo hier des leaders du FNDC. D'ailleurs, je vous posais la question, j'étais étonné de ne pas vous voir dans la vidéo. Ils ont fait une déclaration appelant les partisans à continuer la lutte, à continuer la résistance active face au projet de référendum du président Alpha Condé. Alors, quelle sera la suite? Est-ce que l'opposition se réveille un peu avec la gueule de bois ou vous avez encore le courage de continuer? Quelle sera la suite? Quelle sera la stratégie mise en place prochainement? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le FNDC a gagné la bataille. La victoire est du côté du peuple. Le peuple a gagné cette bataille. Il faut que les gens le sachent. Mais l'expression de cette victoire peut être différée dans le temps. Comment pouvez-vous penser qu'avec tout ce qui s'est passé, un gouvernement met des moyens pendant un an avec une grande mobilisation de tous les fonds publics pour obtenir quoi? Des élections largement boycottées. Non-reconnaissance au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne, donc de la plupart des pays, disons, significatifs de la communauté internationale. Ça rime à comme. La CEDEAO, qui est notre organisation sous-régionale,
prendra nécessairement des sanctions ciblées vis-à-vis de certains responsables de ce qui s'est passé ici, parce que c'est inacceptable. Cela veut dire que la victoire est déjà du côté du peuple. Justement, la victoire est déjà au côté du peuple. Institutionnellement, Comment comprenez-vous cela? Vous dites si bien le FNDC a gagné. Mais pendant ce temps, la résistance active continue. Et les gens continuent à tomber. Je parle évidemment des militants de l'opposition. Les responsabilités sont partagées, M. Baouré. Et surtout de côté de la Guinée forestière, Justement. dont on n'a pas parlé forestière. suffisamment. La Guinée Mais forestière. curieusement, cette fois-ci, c'est quand même des violences, encore une fois, liées à ces scrutins. Qu'on le veuille ou pas, c'est parti des bureaux de vote. Ouais. de toutes les façons. Oui. Comment expliquez-vous cela? On a gagné, mais en même temps, on continue quand même à il y dire... a certains qui ont fait cette déclaration. Je n'étais pas dans cette. Certains. Mais ce que je dois Certains, dire, c'est vos collaborateurs. aujourd'hui, ce que je dois dire aujourd'hui, Ouais. il faut faire preuve de responsabilité. Ouais, Il faut faire preuve de retenue. ouais. Et il faut que les gens se rendent compte que l'impunité ne sera pas tolérée. Vous n'êtes pas d'accord? Cette forme d'impunité, cela veut dire je viole la loi, j'écrase la population et après je fais comme si de rien n'était. Ça ne peut pas être. Vous vous désolidarisez de la déclaration des autres leaders de FNDC, en l'occurrence Sidia, Selou, Kaba. On aura tout à l'heure une conférence de presse. Et je dis en tant que responsable, là où je ne suis pas, je ne peux pas endosser des déclarations où je n'ai pas été partie prenante et présent. Ouais. Si je suis présent, j'assume ce que je dis et ce que je fais au nom de l'UDD. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comprenez-vous? Non, mais avant, comprenez-vous, depuis dimanche, le silence des autorités Les grandes gueules. par rapport à ce qui est en train de se passer en Guinée forestière et qui commence à avoir, si vous voulez, créer une sorte d'effet boule de neige, notamment ici, dans les périphéries du Conakry, à Tobolon, dans la région de Dubreka. Comprenez-vous? Mais même de la classe politique, on n'entend personne sur ces violences, quasiment. Ah non, vous m'avez entendu. Oui. Bien. Ça, c'est clair. Et dans des situations pareilles, sauver les vies humaines, c'est la première des responsabilités de quelqu'un qui se sent responsable. Bien. C'est notre responsabilité. Et le gouvernement, qui a les forces de l'ordre en termes de commandement, par la suite, d'après ce qu'on m'a dit à partir de Zérékoré, des renforts sont venus d'un peu partout. C'est ça qui a contribué à quadriller la ville et à ramener le calme. Mais néanmoins, les premières heures, les forces de l'ordre ont été impliquées dans les exactions qui ont... Allez, on revient. Nous avons en direct ce matin le porte-parole, oui, c'est le directeur de communication du ministère de la Défense, Aladji Camara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Aladji Selou Camara. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, en préparant cette émission, j'attirais votre attention sur cette déclaration commune de l'EGDH et de la FDH, donc, dans laquelle ces deux organisations imputent des responsabilités aux forces de défense qu'elles estiment avoir été impliquées dans des situations d'exaction, de violation des droits humains en marge du double scrutin du dimanche. Que répond l'armée face à ces accusations? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y, Abaka. Non, je vous entendais plus, mais en fait, je pense qu'il faut séparer la sphère politique à la sphère juridique. Personnellement, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a une différence entre l'atteinte aux droits de l'homme et la violation de ces mêmes droits. On parle de violation des droits de l'homme lorsque l'État s'abstient de protéger les personnes et leurs biens ou qu'il laisse faire des violences entre deux groupes donnés. Lorsqu'il y a refus, donc lorsqu'il y a négligence ou autre, on peut dans ce cas parler de violation des droits de l'homme. Or, ce qu'on a assisté est l'exact contraire. Tout simplement parce que dans son rôle régalien de protecteur des droits de l'homme, l'État a été amené dans certains endroits d'imposer, donc par la force, le respect des droits de l'homme en ordonnant l'interposition et la dispersion des foules hostiles. Vous êtes journaliste, vous avez vu vraiment qu'il y avait dans certaines zones de Conakry ou de l'intérieur du pays pratiquement une guérilla urbaine.
Donc c'est tout à son honneur, à mon avis. Imaginez un seul instant ce que ces organisations de défense des droits de l'homme auraient dit si l'État n'avait pas mis fin aux violences, c'est-à-dire aux atteintes donc contre les droits de l'homme. Je pense que et là, les forces armées ont intervenu dans la légalité. Leur déploiement obéit à l'esprit, à la lettre d'une loi qui a été votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale. C'est la loi 031 du 25 juin 2019. Donc, je ne crois pas, encore une fois, que... Monsieur Aladji Selou, la question, on comprend bien votre entrée en matière sur la nécessité qui a prévalu, selon vous, au déploiement des forces de défense. C'était, selon vous, pour justement protéger les droits de l'homme contre les atteintes que vous évoquez tout à l'heure. La question est réellement, qui est posée dans cette déclaration, c'est la question de l'implication de l'armée dans les cas dans les tueries et dans les exactions, aussi bien à Conakry qu'en province. Oui. L'armée a-t-elle été, selon vous, l'armée est-elle, les responsabilités sont-elles imputables ou pas aux forces armées guinéennes qui étaient déployées sur les théâtres de maintien d'ordre dans le cadre des exactions et des tueries en Guinée? Bon, encore une fois, c'est aux accusations, je pense, aux accusateurs de prouver que les militaires guinéens ont fait usage de leurs armes pour tirer sur les manifestants. Moi, je note simplement que l'armée, en tant que telle, ne participe pas ni au maintien ni au rétablissement de l'ordre public, qui a 3 degrés. C'est d'abord les forces de police, les forces de gendarmerie, puis en dernier ressort, les forces armées, c'est-à-dire l'armée de terre et ainsi de suite. Mais moi, je ne rentre pas dans une polémique stérile que tel a tiré, tel n'a pas tiré. Je pense que ceux qui accusent sans aucune preuve, parce que personne ne peut, au moment où je vous parle, démontrer que les forces armées guinéennes ont tiré sur les manifestants. Vous me direz oui qu'il y a eu des morts. On dit qu'il y a eu des morts par balle, d'accord. Mais cela, moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas dire que c'est les forces armées guinéennes qui ont tiré, étant donné que l'armée elle-même, elle vient en 3e ressort dans le rétablissement de l'ordre public, parce qu'elle ne participe pas elle-même au maintien de l'ordre public. C'est lorsque la police et la gendarmerie sont dépassées. Vous avez vu des cas comme à l'intérieur du pays où il y a eu des destructions de biens publics et privés, où il y a eu mort d'hommes par des groupes hostiles entre eux. C'est en ce moment que l'armée intervient justement pour mettre fin aux atteintes des droits de l'homme. Je n'ai pas connaissance où l'armée guinéenne a ouvert le feu sur des manifestations ou sur des personnes. Voilà, Aladji Selou en direct ce matin chez nous. Merci beaucoup, monsieur Aladji Selou Camara. Merci beaucoup. Voilà, l'émission continue sur Radio S. Même la ligne, ouais. Si vous me permettez. Allez-y. Je voudrais tout simplement dire que les forces armées guinéennes n'ont joué aucun rôle dans ce processus électoral, si ce n'est celui qui leur est dévolu, c'est-à-dire la défense du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Lorsque donc, je reviens là-dessus, lorsque la gendarmerie et la police sont débordées, comme partout ailleurs, comme en France, Lamine, vous allez souvent à Paris, vous voyez bien que lorsqu'il y avait les manifestations violentes des Gilets jaunes, le gouvernement français a fait appel à l'armée pour sécuriser les édifices publics ainsi que certains lieux sensibles. Donc on ne peut pas laisser la police et la gendarmerie être débordées et que l'armée croise les bras et regarde les Guinéens s'entretuer ou se faire du mal ou brûler des édifices ou des biens privés sans qu'elle n'intervienne. Je voudrais donc, pour paraphraser un célèbre chanteur ivoirien, aller à vos hommes politiques d'enlever le nom de l'armée dans leur business. Nous avons tout compris et chacun aura vraiment une solution. Alors, justement, nous allons leur conseiller quand même, et à tous d'ailleurs, d'arrêter de faire cette histoire un business. Mais je suis quand même un peu curieux, Monsieur Camara. Est-ce que avant que l'armée ne soit dans les rues, il y a eu un acte présidentiel pris à cet effet, notamment une ordonnance? Parce que vous invoquez la loi
relative au maintien d'ordre, justement, qui prévoit que l'armée vienne au 3e degré, mais on sait que pour cela, il faut une base juridique qui est la prise de cette ordonnance. Est-ce que le président a décrété, par exemple, un état du siège pour que l'armée se retrouve dans cette histoire? Alors, vous savez, dans ce cas aussi, c'est quelque chose qui est régi par la loi. L'armée n'intervient pas comme ça. Et l'article 28 donne également la façon dont on peut requérir à l'armée. Cela peut être fait par les maires ou toute autre autorité, en assumant ses fonctions, bien sûr, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, le ministre en charge de l'administration du territoire et en dernier ressort le président de la République. Donc il n'est pas dit que c'est seulement le président qui peut requérir, mais une demande est faite dans ces différents échelons. Oui, mais justement, M. Camara, vous et moi sommes d'accord là-dessus. Je demande encore une fois, est-ce que le président a pris ce tact? Sinon, est-ce que la présence déjà de l'armée sur le terrain n'est pas en elle-même une illégalité manifeste? Non, ce n'est pas une illégalité, M. Mara. Ayez l'humilité de douter, de vous interroger. Les interrogations apportent très souvent les réponses appropriées. Dans vos raisonnements, je vous dis encore une fois que ce n'est pas seulement au président de la République à qui il revient le droit de requérir. Même un sous-préfet, c'est la loi qui l'autorise. Lorsqu'il voit qu'il ne peut pas, à lui seul ou avec les forces qu'il a, maintenir ou rétablir l'ordre, il peut requérir à l'armée. Donc, évidemment que cette requête a été faite, sinon il n'y a pas de raison que l'armée intervienne. Cette requête, elle est venue de qui? De quelle autorité? Encore une fois, je vous dis que même un sous-préfet, je ne minimise pas son rôle. Tout administrateur qui est investi d'un tel pouvoir peut requérir à l'armée et remonter à qui de droit pour qu'on puisse justement, selon la loi, selon les dispositions de la loi, permettre à l'armée de venir appuyer la police et la gendarmerie débordées en cas de rétablissement de l'ordre public. Une réaction peut-être, M. Bahouri? Je suis très triste pour mon pays puisque depuis l'âge de 20 ans, je me suis engagé en politique pour la défense des droits de l'homme. Et je suis aujourd'hui avec des cheveux blancs et je constate que jusqu'à présent, mon pays est incapable d'assurer le respect des droits de l'homme de l'écrasante majorité de la population guinéenne. Et je suis très triste aussi de voir qu'une élite politique, une élite intellectuelle se comporte avec désinvolture alors qu'on a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été massacrées et on fait comme si c'était une banalité par rapport à des gens qui devraient aujourd'hui faire preuve de beaucoup plus de responsabilité, d'humilité et reconnaître que l'État a failli à sa mission de protéger les citoyens guinéens. Il ne s'agit pas d'attendre que les gens s'entretuent, il faut prévenir. Et la prévention sur tous les plans a été abandonnée au profit d'une volonté systématique d'avoir et de conserver le pouvoir, y compris en versant le sang des innocentes victimes. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui dirigent aujourd'hui et je pense que ça entache irrémédiablement leur parcours politique et leur parcours administratif. Bien. Merci beaucoup, monsieur Aladissé Le Camara. Merci beaucoup. Merci. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.